Sous les fondations mêmes où Samuel Ball a vécu pendant près de 40 ans, l'équipe d'Oak Island pense désormais avoir identifié l'une des anomalies souterraines les plus intrigantes de toute l'enquête. Une exploration récente aurait confirmé la présence d'un espace creux caché sous la propriété, complété par des pierres taillées à la main, ce qui semble être un plafond remarquablement plat et un passage qui s'aligne presque parfaitement avec une anomalie radar que l'équipe suit depuis 3 ans. Pour les enquêteurs qui ont passé des décennies à séparer les formations naturelles des éventuelles constructions humaines, cette découverte s'est immédiatement démarquée des innombrables anomalies précédentes. Pour beaucoup d'entre eux, les preuves pointaient vers quelque chose que la nature seule n'aurait probablement pas pu créer. Debout sur le site, les membres de l'équipe pouvaient à peine cacher leur enthousiasme alors qu'ils discutaient de ce que les scans semblaient révéler. Une conclusion a été reprise à plusieurs reprises par ceux qui ont examiné les données. Tout ce qui existait sous les fondations ne ressemblait pas à un élément géologique ordinaire. Au lieu de cela semblait suggérer un passage souterrain, un tunnel ou un canal artificiel délibérément construit, caché sous l'un des endroits les plus importants historiquement d'Oak Island. Cette prise de conscience a naturellement conduit à des questions encore plus importantes. Qu'est-ce qui se cachait exactement sous la maison de Samuel Ball pendant toutes ces années? Quelque chose pourrait-il encore rester intact sous la surface après plus de 2 siècles? Pour l'équipe des découvertes comme celle-ci, fournissent une raison supplémentaire de poursuivre la recherche de l'un des plus grands mystères de l'histoire, malgré les énormes coûts financiers et les innombrables déceptions en cours de route. L'histoire de Samuel Ball a toujours occupé une place unique dans l'histoire d'Oak Island. Il y a plus de 230 ans, il serait arrivé sur l'île en tant qu'ancien esclave, ayant servi aux côtés des forces britanniques, possédant à peine plus que de la détermination et l'espoir de construire une nouvelle vie. Pourtant, au moment de sa mort, il était devenu l'un des propriétaires fonciers les plus riches de la Nouvelle-Écosse. Cette transformation extraordinaire a alimenté la spéculation pendant des générations, car personne n'a jamais pleinement expliqué comment une prospérité aussi remarquable avait été obtenue. Le simple fait que Samuel Ball a choisi de construire sa maison directement au-dessus de l'endroit qui suscite aujourd'hui un intérêt scientifique si intense ajoute au mystère. Que cette décision résulte d'une coïncidence, d'une nécessité pratique ou d'une connaissance cachée, reste l'une des questions sans réponse d'Oak Island. Aujourd'hui, alors que la technologie moderne commence à révéler ce qui pourrait se cacher sous ces fondations oubliées depuis longtemps, les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de se demander si Ball a compris quelque chose que l'histoire n'a jamais enregistré. Si tel est le cas, le sol sous sa maison pourrait enfin commencer à raconter cette histoire oubliée. Quelques heures avant que l'attention ne se tourne vers la propriété de Samuel Ball, Rick Lagina est l'expert en détection de métaux. Gary Drayton avait déjà commencé à enquêter sur une autre partie historiquement importante de l'île. Leur destination était le lot 21, une zone adjacente à la fondation McGuinness d'origine, et que l'équipe d'exploration moderne n'avait jamais fouillé en détail auparavant. Chaque pas qu'ils faisaient les faisait traverser un terrain épargné par leur propre enquête, mais profondément lié aux premiers jours de la légende d'Oak Island. Le lot 21 occupe une place extraordinaire dans l'histoire de l'île, car il se trouve à côté d'une terre autrefois associée à Daniel McGuinness, le jeune homme dont la découverte en 1795 a déclenché ce qui allait devenir plus de 2 siècles de recherches incessantes. Selon la tradition, McGuinness y a construit sa maison, y a élevé sa famille et a continué à explorer tranquillement Oak Island, longtemps après que la découverte originale ait attiré l'attention du public. Aujourd'hui, traverser cette propriété signifie littéralement retracer les traces de l'individu qui a le premier transformé Oak Island en un mystère international. La légende elle-même commence par une observation remarquablement simple. En 1795, Daniel McGuinness, alors adolescent, se serait aventuré sur Oak Island avec 2 amis lorsqu'ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel sous un grand chêne. Une dépression circulaire marquait le sol en contrebas, tandis qu'au-dessus pendait un bloc de pêche, attaché à une branche qui semblait avoir été délibérément coupée. Pour les jeunes hommes, la scène ne suggérait qu'une seule explication logique. Quelqu'un avait creusé quelque chose profondément sous la terre et avait déployé des efforts considérables pour dissimuler les preuves par la suite.
Alors que Rick et Gary approchaient de la zone, l'importance de ce moment était évidente. Debout près de l'ancienne fondation, l'un d'eux a remarqué qu'il s'agissait là d'un terrain complètement nouveau pour l'investigation moderne. Il n'y avait jamais fouillé auparavant. La fondation McGuinness, située à proximité, rappelait silencieusement que chaque découverte, faite dans le paysage environnant, pouvait potentiellement être directement liée au premier chapitre connu de l'histoire du trésor d'Oak Island. Ce que Daniel McGuinness a découvert exactement dans le Money Pit original, lors de ses premières fouilles, n'a jamais été complètement documenté. Les documents historiques restent incomplets, fragmentés et souvent contradictoires, ce qui oblige les historiens à reconstituer les événements à partir de récits dispersés, transmis de génération en génération. Cette incertitude n'a fait qu'accroître la fascination du public, car elle laisse ouverte la possibilité que d'importantes découvertes aient été faites bien avant l'arrivée des sociétés de trésors officielles sur l'île. Il y a plusieurs années, cette possibilité a suscité un regain d'attention lorsque des descendants de la famille McGuinness se seraient rendus à Oak Island avec une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un artefact qui, selon eux, avait été initialement récupéré par Daniel McGuinness lui-même, à environ 10 mètres sous la surface du Money Pit. L'objet a immédiatement attiré l'attention de toutes les personnes présentes, car s'il était authentique, il suggérait que McGuinness avait récupéré des matériaux importants des décennies avant que les expéditions commerciales les plus connues ne commencent à creuser des puits massifs à travers l'île. La réaction de l'équipe a été inoubliable. Pendant plusieurs instants, personne ne parla. Le silence ne reflétait pas un scepticisme, mais la prise de conscience qu'un tel artefact, s'il était authentique, pourrait fondamentalement remodeler les hypothèses établies concernant les premières découvertes d'Oak Island. L'excitation silencieuse a progressivement remplacé l'incrédulité à mesure que les enquêteurs étudiaient les implications historiques. Aujourd'hui, des années plus tard, Rick Lagina et Gary Drayton se retrouvent sur le même terrain que Daniel McGuinness a traversé d'innombrables fois. Bien que la maison d'origine de McGuinness ait disparu il y a plus d'un siècle, des parties de ses fondations en pierre survivent encore et restent protégées en tant que monuments historiques importants. Respectant cette importance, l'équipe d'exploration a convenu de ne pas perturber la zone immédiate entourant la fondation. Au lieu de cela, ils ont concentré leurs recherches au-delà d'une frontière protectrice de 100 pieds, espérant que des indices importants pourraient encore exister autour de ces limites. Comprendre le Lot 20 nécessite d'apprécier sa position unique entre deux des personnages historiques les plus mystérieux d'Oak Island. À l'est se dressait l'héritage de Daniel McGuinness, dont la découverte juvénile a lancé toute la légende. À une courte distance à l'ouest se trouvait l'ancienne propriété de Samuel Ball, dont la richesse inexpliquée continue d'alimenter la spéculation jusqu'à ce jour. Deux hommes, deux propriétés voisines, deux vies liées à jamais par la même île et les mêmes questions sans réponse. Les deux hommes vivaient sur Oak Island à la fin du XVIIIe siècle. Tous deux auraient passé du temps à fouiller leurs propriétés. Tous deux sont restés remarquablement privés de tout ce qu'ils ont pu découvrir. Les historiens continuent de se demander si leur silence reflétait une simple prudence ou le désir de protéger quelque chose d'une valeur extraordinaire. Chaque artefact récupéré dans le sol entre leurs maisons porte donc le potentiel de relier directement un mystère à l'autre. Le détecteur de métaux de Gary n'a pas perdu de temps pour annoncer sa première cible. À seulement quelques centimètres sous la surface, le détecteur a émis un signal clair. Quelques instants plus tard, un autre signal est apparu à quelques mètres de là. Puis, un autre. Ce modèle a immédiatement attiré l'attention de Gary car les détectives expérimentés reconnaissent que les découvertes isolées se transforment souvent en grappes une fois qu'une zone productive a été identifiée. Alors que Gary continuait à balayer lentement le détecteur à travers le paysage, il a fait remarquer que presque tous les signaux prometteurs semblaient se trouver à seulement 3 ou 4 pouces sous la surface. D'autres lectures ont suivi sur le terrain environnant. Au lieu de cibles isolées au hasard, le détecteur révélait une distribution concentrée de métal enfoui qui semblait peu susceptible d'être accidentelle. Pour les chasseurs de trésors chevronnés de tels modèles indiquent souvent des zones qui méritent d'être examinées avec un soin exceptionnel.
Gary rappelle souvent à l'équipe que c'est exactement ainsi qu'Oak Island s'est comporté tout au long de son histoire. Une découverte significative conduit souvent les enquêteurs vers plusieurs autres découvertes dans le même domaine général. Chaque artefact devient une autre pièce d'un puzzle plus vaste, dont l'image complète reste cachée sous terre. Le défi consiste à reconnaître quelle pièce compte vraiment. Le premier objet récupéré s'est avéré être une vieille vis taillée à la main. En l'examinant de près, Gary a immédiatement remarqué le filetage visible caractéristique des premiers matériels fabriqués à la main plutôt que de la production mécanique moderne. Aussi petit soit-il, l'artefact représentait néanmoins un autre lien physique avec le passé d'Oak Island. Même des objets apparemment ordinaires peuvent aider à établir des dates d'occupation et des schémas d'activité s'ils sont soigneusement documentés. Vint ensuite un fragment de vieux fer. Puis un autre signal de détecteur a émergé du sous-sol légèrement plus profond, produisant un son plus aigu et plus distinctif dans les écouteurs de Gary. Plutôt que de se précipiter, il ralentit encore davantage son rythme, faisant à plusieurs reprises le tour de la zone en effectuant des arcs soigneusement superposés. Des années d'expérience lui avaient appris que la patience sépare souvent les découvertes remarquables des occasions manquées. Rick est délibérément resté plusieurs pas en arrière, laissant à Gary une totale liberté pour interpréter les signaux subtils du détecteur. Il avait appris au fil des saisons que l'instinct de Gary sur le terrain était l'un des plus grands atouts de l'équipe. En observant tranquillement, Rick comprit que l'opérateur du détecteur remarquait souvent des motifs invisibles pour tout le monde. Parfois, les découvertes les plus importantes commencent par rien de plus qu'un léger changement de son. Gary a continué à travailler méthodiquement, une oreille partiellement découverte, pour pouvoir toujours entendre Rick si une conversation devenait nécessaire. Entre les signaux du détecteur, il marmonnait doucement des encouragements, une vieille habitude développée au fil des années de recherche d'innombrables sites historiques à travers le monde. Tout chasseur de trésors expérimenté sait que la persévérance récompense souvent le patient. Parfois, un seul signal peut transformer une journée entière de travail. Quelques instants plus tard, le détecteur a répondu à nouveau. Cette fois, le signal semblait plus fort, plus propre et plus concentré que les précédents. Gary s'est immédiatement mis à genoux et a soigneusement commencé à retirer la terre de la zone cible. Les deux hommes sentaient que cette reprise pourrait s'avérer différente de tout ce qui avait précédé. Alors que l'objet émergeait finalement à la lumière du jour, la conversation s'arrêta presque instantanément. Dans la main de Gary se trouvait ce qui semblait être une lourde broche ornementale décorée avec un savoir-faire complexe et centrée autour d'une pierre précieuse rouge foncée qui reflétait toujours la lumière du soleil malgré des siècles passés sous terre. Même après d'innombrables découvertes à Oak Island, Gary ne pouvait cacher complètement son enthousiasme. Ses mains auraient légèrement tremblé alors qu'il examinait le remarquable artefact. Au fil des années, Gary avait récupéré des centaines d'objets d'importance historique sur Oak Island. Des boutons, des pièces de monnaie, des boucles des croix et d'innombrables fragments de métal ont tous contribué à l'histoire de l'île. Pourtant, cette découverte a immédiatement semblé différente. Même avant une analyse détaillée, son poids, sa qualité de fabrication et son apparence générale suggéraient en quelque chose de bien plus significatif qu'un objet personnel ordinaire tombé accidentellement lors d'une recherche de trésors au XIXe siècle. Tenant la broche face à la lumière du soleil, Gary étudia attentivement le travail du métal remarquablement détaillé. Chaque élément décoratif semblait fabriqué individuellement, plutôt que produit en série, reflétant le savoir-faire d'un artisan expérimenté, investissant beaucoup de temps dans sa création. Un tel travail représentait la richesse, le statut et l'artisanat intentionnel, plutôt que l'utilité quotidienne. Des objets comme celui-ci apparaissent rarement sans soulever d'importantes questions historiques. Ce qui a rendu la découverte encore plus remarquable était sa similitude avec un autre artefact récupéré seulement un an plus tôt. Lors d'une exploration précédente sur le lot voisin 8, l'équipe avait découvert une autre broche, ornée, contenant ce qui semblait être une pierre semi-précieuse. Des évaluations préliminaires suggèrent même que l'artefact pourrait remonter au XVIe siècle. Aujourd'hui, deux broches ornées de bijoux richement décorés avaient de fait surface à quelques pas l'une de l'autre sur une île officiellement colonisée seulement au milieu du XVIIIe siècle.
Gary a décrit ce moment à sa manière inoubliable, le qualifiant de véritable découverte, Sainte Schmoley. Rick répondit beaucoup plus doucement, mais ceux qui l'observaient de près pouvaient presque voir les calculs se dérouler dans son esprit. Si les deux broches étaient véritablement antérieures à la première colonie documentée et même à la célèbre découverte de McGuinness, alors quelqu'un avait visité Oak Island bien avant que l'histoire officielle ne reconnaisse leur présence. Cette possibilité a d'énormes implications. Quels qu'aient pu être ses premiers visiteurs, ils possédaient apparemment à la fois de la richesse et un accès à des articles de luxe finement fabriqués. Encore plus intrigant, ils ont laissé derrière eux des bijoux de valeur, sans jamais revenir les récupérer. De telles circonstances se produisent rarement sans raisons extraordinaires. Chaque nouvel artefact approfondissait donc le mystère plutôt que de le résoudre. Dans le même temps, Rick ne pouvait sans aucun doute ignorer un autre lien se trouvant juste sous la surface des preuves. Samuel Ball serait arrivé sur Oak Island en 1787 avec presque rien, mais en quelques années seulement, il avait accumulé suffisamment de richesses pour acheter des terres supplémentaires à travers l'île. Les historiens ont longtemps eu du mal à expliquer cette transformation financière spectaculaire en utilisant uniquement des documents historiques conventionnels. Le chercheur Charles Barkhouse a souvent qualifié Samuel Ball de l'un des plus grands mystères d'Oak Island. Pendant des générations, des spéculations ont persisté selon lesquelles Ball aurait découvert quelque chose d'extraordinairement précieux alors qu'il vivait sur l'île. Même si aucune preuve définitive n'a jamais confirmé cette théorie, cette possibilité n'a jamais complètement disparu. Chaque nouvelle découverte à proximité de l'ancienne propriété de Ball ravive inévitablement ces vieilles questions. Si Samuel Ball lui-même avait parcouru ce terrain et découvert des objets semblables à la broche ornée qui repose maintenant dans la main de Gary, de nombreux aspects de sa vie remarquables apparaîtraient soudainement sous un jour très différent. Sa prospérité inattendue, ses achats considérables de terres et sa réputation durable ne sembleraient plus aussi mystérieux. Bien que de telles conclusions restent spéculatives, des découvertes comme celle-ci continuent d'encourager les enquêteurs à réexaminer des hypothèses historiques de longue date. Conscient de l'importance potentielle de l'artefact, Gary a soigneusement placé la broche dans la poche supérieure sécurisée de sa veste de campagne, avant de la fermer. À Oak Island, cette poche est devenue une sorte de tradition. Seules les découvertes jugées capables de changer fondamentalement l'enquête y trouvent leur place. Il s'agit d'une reconnaissance discrète du fait que certains artefacts méritent une protection extraordinaire dès le moment où ils quittent le sol. L'endroit précis où la broche avait été récupérée était tout aussi important. Le lot 21 se trouve à près d'1 mile du célèbre Money Pit. Cette distance considérable rend de plus en plus difficile d'expliquer l'objet comme quelque chose de perdu par hasard, par des chasseurs de trésors ultérieurs, transportant du matériel ou des matériaux excavés. Au lieu de cela suggère que des biens de valeur existaient autrefois sur une zone beaucoup plus vaste de l'île que ne le pensaient de nombreux chercheurs. Debout près de l'ancienne propriété McGuinness, Rick surveillait lentement le paysage environnant, tandis que Gary continuait à chercher des signaux supplémentaires. Son regard s'est progressivement déplacé vers l'ouest, vers le terrain où Samuel Ball avait autrefois construit sa maison. La pente douce reliant les deux sites pouvait facilement être traversée à pied en quelques minutes seulement. En regardant cette étendue de terre tranquille, il devenait impossible de ne pas se demander si ces deux hommes remarquables avaient autrefois parcouru le même chemin lié sans le savoir par un mystère qui continue de ramener le monde à Oak Island plus de 2 siècles plus tard. Si vous êtes aussi plongé dans ce mystère que nous, abonnez-vous dès maintenant avant la prochaine découverte. Parce que la prochaine découverte n'est pas une broche, et elle ne se trouve pas sur le lot 21. Elle est plus grande et plus nous nous rapprochons de la fondation Ball, plus il est difficile de continuer à qualifier tout cela de coïncidence. Lot 12. À quelques centaines de pieds à l'est sur le lot 12, Gary déménage déjà. Charles Barkhouse et Jack Begley sont désormais avec lui, balayant une parcelle de terrain que l'équipe a surnommée la décharge, vieux tas d'ordures. Des siècles de fer jetés de poteries cassées, de quincailleries rouillées. Le genre d'endroit qui, lors de la plupart des fouilles archéologiques, mériterait à peine un second examen. Mais ici c'est Oak Island, et sur Oak Island, la décharge n'est peut-être pas du tout une décharge. Le détecteur de Gary sonne. Il se met à genoux
et commence à brosser la saleté d'un objet sombre de la taille d'un petit poing. Charles se penche. Jack se penche. Ils sont tous les trois accroupis en triangle serrés au-dessus du trou, les genoux dans la terre, le visage fermé. La chose qui émerge de la terre est lourde noircie par le temps, mais sa forme est indubitable. Une charnière, décoratif, ferronnerie ornée le long des bords. Gary connaît cette forme. Il a tiré des charnières exactement comme ça, sur des sites d'épaves espagnoles en Floride, hors des camps de pirates dans les Caraïbes. Ils ne sortent pas de boîtes ordinaires, ils sortent des coffres. Le genre de coffres qui contiennent le genre de choses que les gens ne veulent pas que quelqu'un d'autre trouve. C'est comme une charnière décorative. J'en ai trouvé de très beaux qui étaient dans des coffres sur un site d'épave espagnole. Je dirais que c'est très vieux. Il s'assoit sur ses talons et le regarde. Car en ce moment, l'équipe d'Oak Island est à la recherche de 3 coffres spécifiques. 3 coffres qui, selon la légende, appartenaient autrefois à un pirate nommé Capitaine James Anderson. Des coffres disparus de l'histoire. Des coffres qui, selon certains chercheurs, ont été enterrés quelque part sur cette île à la fin des années 1700. Et il y a la clé squelette, celui que Fred Nolan a trouvé il y a des années sur sa propriété. Une lourde clé en fer sans serrure correspondante sur la propriété qu'il a fouillée. Une clé qui traîne dans des boîtes à preuve depuis des décennies, attendant que quelqu'un trouve le coffre auquel elle appartient. Charles travaille ensuite dans la zone. Son détecteur capte un autre signal, fort plus proche de la surface. Il creuse. Ce qu'il retire fait faire à Jack un pas en arrière. Autre charnière, forme différente, même époque, même style de fabrication. 2 charnières décoratives trouvées à quelques mètres l'une de l'autre dans un terrain que l'équipe avait considéré comme un tas d'ordures. Gary secoue déjà la tête. 2 charnières sur 2 coffres différents ne se produisent pas par hasard. Ce n'est pas un dépotoir au sens traditionnel du terme. Ceci est un dépôt. Quel que soit le but initial, quelqu'un enterrait des cartons ici. Les cartons ne sont pas enterrés vides. Vient ensuite la poterie. Un petit éclat jeté à la main. Le genre d'émail qui le situe quelque part au XVIIe ou XVIIIe siècle. Charles le tient devant la lumière et vous pouvez voir la conversation changer. Lorsque Marty Lagina arrive, Gary dispose les découvertes en rangées sur un morceau de toile. Les frères Lagina échangent un regard. Marty pose la question, tout le monde réfléchit. L'une de ces charnières aurait-elle pu se détacher du coffre manquant? Rick ne répond pas tout de suite. Cela pourrait être le coffre manquant. Ouais. C'est donc une très bonne première étape en termes de coopération avec Tom. Je pense que vous savez, on trouve les limites du doute. Ouais. Il pense à Fred Nolan. Il pense au passe-partout. Il pense au fait que chaque pièce qu'ils ont retirée aujourd'hui se trouve entre 2 anciennes fondations McGuinness à l'est, Samuel Ball à l'ouest. Le lot 12 est le couloir qui les sépare. Fred Nolan a passé plus de 50 ans à Oak Island. Il a acheté des terrains au milieu de l'île. Le restal auquel les chercheurs de l'Air Triton et Lagina n'ont jamais eu accès. Il travaillait seul. La plupart du temps, il n'a presque rien publié. Il a emporté la plupart de ce qu'il a découvert dans sa tombe à son décès. Mais avant de mourir, il a montré aux gens le passe-partout. Une clé sans serrure est une énigme. Une charnière sans son coffre est une énigme. 2 moitiés d'un puzzle. Personne vivant aujourd'hui ne sait vraiment comment assembler. Rick dit à Gary de marquer l'emplacement avec un drapeau. Ils reviennent. Ils vont élargir le rayon de recherche. Ils vont découvrir jusqu'où s'étend ce soi-disant dépotoir. Car les dépotoirs ont des bords. Et les bords vous disent quelque chose sur qui placer les matériaux ici et pourquoi Gary hoche la tête. Il est déjà en train de planifier le quadrillage dans sa tête, mais Marty regarde maintenant au-delà de lui, au-delà du drapeau, au-delà de la ligne des broussailles, dans la direction où la décharge semble pointer vers l'ouest, vers le lot 25, vers la vieille fondation en pierre qui appartenait autrefois à un esclave affranchi de Caroline du Sud qui n'aurait pas dû mourir riche et qui l'a fait. Marty n'a encore rien dit. Il n'a pas besoin de la fondation du ballon. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Samuel Ball, vous devez la connaître car il s'agit peut-être de l'élément de contexte le plus important de tout le mystère d'Oak Island. Samuel Ball est arrivé en Nouvelle-Écosse en 1787 en tant qu'homme noir libre ancien, esclave de Caroline du Sud, qui avait combattu pour les Britanniques pendant la Révolution américaine. Il débarqua à Oak Island sans rien, pas d'argent, pas de réseau familial, pas d'héritage, rien que la petite parcelle de terre
que la couronne britannique lui avait accordé pour son service militaire. Nous avons cherché sans cesse un lien militaire avec Samuel Ball, parce que nous savons qu'il a servi les Britanniques pendant cette guerre d'indépendance. C'est ainsi qu'il a obtenu sa liberté et est venu en Nouvelle-Écosse. Imaginez-le un instant, un homme d'une trentaine d'années, ou au début de la quarantaine debout sur son terrain au printemps froid de 1788, regardant le sol rocheux qui vient de lui être donné. Vent de l'Atlantique, personne ne vient l'aider. La couronne britannique lui a donné un carré de terre et s'est éloigné, et d'une manière ou d'une autre, à partir de ce terrain précis, il a bâti une fortune que personne ne peut expliquer. Imaginez-le quelques années plus tard, marchant sur ces terres au crépuscule. Il connaît chaque pierre, il connaît chaque dépression du sol, il sait où mettre les pieds et où ne pas mettre les pieds. Il passe devant l'endroit où 2 siècles et demi plus tard, l'équipe d'Oak Island se tiendra debout regardant une pierre taillée à la main, et il continue de marcher comme un homme passe devant quelque chose qu'il ne veut pas que quiconque le regarde remarquer. Il a payé des terres supplémentaires en espèces, une somme qu'il n'aurait pas dû avoir. Il a acheté des lots, alors que d'autres colons ne pouvaient pas rembourser leur hypothèque. Il paya pour des services juridiques dans une province où la plupart des esclaves affranchis n'avaient aucun accès à un avocat. Lorsque des voisins avaient des différends sur les limites de propriété, Samuel Ball les gagnait parce que Samuel Ball pouvait payer les formalités administratives et les frais juridiques que l'autre partie ne pouvait pas payer. Il ne s'est pas fait remarquer, il n'a pas construit de manoir, il n'a pas importé de produits de luxe. Il vivait modestement, travaillait ses terres, restait seul, et année après année, sa valeur nette augmentait d'une manière qu'aucun producteur de choux n'aurait jamais dû augmenter. Il y a 3 ans, l'équipe a scanné le lot 25 avec un géoradar. Les scans ont montré une anomalie, un vide dans la terre sous les rochers près de la fondation Ball. Quelque chose de creux, quelque chose qui ne devrait pas être là. Et ce matin, Laird Niven, Jack Begley et Charles Barkhouse ont creusé. Lorsque Rick Lagina et l'opérateur Billy Gerhardt arrivent sur le site, Laird se tient au-dessus d'un trou dans le sol. Ses mains sont sales jusqu'aux poignets. Il y a un petit tas de pierres soigneusement retirées à ses pieds. Mettez de côté la façon dont un archéologue met de côté les pierres lorsqu'il estime devoir les remettre exactement d'où elles viennent. Billy descend du taxi et s'approche sans rien dire car c'est l'expression du visage de Laird qui parle le plus. Sous une couche de pierres soigneusement placée, il y a un espace, un véritable espace physique creux sous la terre qui s'aligne exactement avec l'anomalie radar. Ce n'est pas une fissure qui s'installe. Ce n'est pas un vide naturel. Les murs sont trop propres. Les pierres au-dessus sont trop délibérées. Rick s'accroupit au bord. C'est un tunnel creusé à la main sous la propriété de Samuel Ball, exactement aligné avec les fondations de son ancienne maison. Gary le dit en premier. Un tunnel ici sur la fondation Ball est la seule chose. Un tunnel ne se creuse pas pour rien. Un tunnel n'est pas recouvert de pierres pour rien. Un tunnel est ce que vous construisez lorsque vous avez quelque chose à cacher et que vous avez le temps et les moyens de le cacher soigneusement. Vous pouvez voir dans ce morceau de bois un homme là-bas coupant ce bois, créant ce tunnel, pour aller quelque part avec un peu de chance, cacher un trésor. Rick reste silencieux pendant un long moment. Il regarde les pierres au-dessus de l'ouverture et vous pouvez le voir faire le calcul. Samuel Ball a parcouru exactement ce terrain chaque jour pendant 40 ans. Il a construit sa maison juste au-dessus. Il a payé le terrain qui le contenait. Si ce tunnel est à quoi il ressemble, Samuel Ball n'était pas seulement un riche agriculteur à la fortune inexpliquée. Samuel Ball était un homme qui a vécu toute sa vie d'adulte au-dessus de son propre secret. Mais voici la question qui plane sur tout. Est-ce le tunnel de Samuel Ball ou est-ce quelque chose de beaucoup plus ancien? Au cours de la dernière année, l'équipe a retiré des outils de creusement de tunnels à divers endroits de l'île. Un ciseau à fer, 2 sertissages de lourds outils forgés à la main, estimés par les métallurgistes à plus de 600 ans. 600 ans. Ce qui les placerait sur cette île environ 200 ans avant que Christophe Colomb n'ait traversé l'Atlantique. 200 ans avant toute présence européenne officielle en Amérique du Nord. Si ces outils sont réels, quelqu'un creusait un tunnel sous Oak Island dans les années 1300. Les implications sont stupéfiantes. L'histoire acceptée des contacts européens avec l'Amérique du Nord place la première présence soutenue au début des années 1600. Il existe des théories éparses sur les visiteurs antérieurs,
Des Vikings brièvement à Terre-Neuve vers l'an 1000. Des Templiers peut-être, fuyant la France après la dissolution de leur ordre par Philippe le Bel en 1307. Prince gallois pêcheur portugais. Chacune de ces théories a été contestée et rejetée et réaffirmée par des historiens qui ne parviennent pas à s'entendre sur ce qui constitue une preuve. Mais aucune de ces théories n'a jamais eu d'outils en fer forgé à la main dans des sacs de preuves à Oak Island datés par des professionnels pour les étayer. Alors c'est quoi Samuel Ball a-t-il lui-même creusé ce tunnel à la fin des années 1700 pour cacher ce qu'il avait trouvé? Ou Samuel Ball a-t-il déjà découvert ce passage creusé des siècles plus tôt et a-t-il passé le reste de sa vie à dessiner tranquillement ce qu'il contenait? Examinez à nouveau les paiements en espèces en gardant cette question à l'esprit. Regardez les frais juridiques. Regardez la façon dont sa richesse a augmenté régulièrement décennie après décennie, jamais d'un seul coup. Exactement le schéma d'un homme puisant lentement à partir d'une source fixe plutôt que de dépenser une aubaine. Gary arpente déjà le périmètre de l'ouverture, scrutant la terre autour. Son détecteur gazouille, silencieux, intermittent. Cela ne s'est pas arrêté. À l'intérieur du tunnel. Le lendemain, l'équipe est de retour au lot 25 avec du matériel sérieux. Marty Lagina est sur place maintenant. Il en va de même pour le caméraman souterrain Derek Hale, qui transporte une lunette flexible qui peut se faufiler dans des espaces qu'aucun humain ne peut atteindre. L'équipage a dégagé davantage de débris de l'ouverture. Ce qu'il voit maintenant est indubitable. Le plafond du tunnel est constitué de pierres plates, délibérément plates, taillées à la main, posées avec le genre de précision que l'on ne voit pas lors d'un creusement occasionnel. Celui qui a construit cela savait ce qu'il faisait. Ils l'ont construit pour durer. Laird Niven, l'archéologue de l'équipe, se penche avec une lampe de poche. Il dit que c'est beau, il n'exagère pas. Il a passé sa carrière sur des chantiers à travers les maritimes et il dit que c'est un travail de pierre vraiment impressionnant. Le sol s'est dégradé au fil des siècles. Ce n'est pas le cas du plafond. Tout ce qui a été construit ici l'a été par des gens qui connaissaient la construction porteuse. Que se passe-t-il avec ce tunnel dans la fondation Ball? C'est assez vaste. S'il s'agit d'un travail très complexe pour cacher un trésor très important, cela pourrait être le cas. Cela pourrait être tout. Derek enfonce la lunette dans l'ouverture pied par pied. La caméra renvoie une image granuleuse de murs en pierre de plafond, plus plat de racines occasionnelles, de plus de pierre. La lumière de la pointe de la lunette projette des ombres nettes sur les faces taillées des pierres et l'équipe peut voir les marques de burin où quelqu'un, il y a des centaines d'années, a façonné chacune d'elles à la main, 6 pieds dedans, puis 10, puis 12. Le tunnel continue. À 14 pieds et demi, le câble heurte quelque chose de solide. Derek essaie de passer. L'arbre se déforme. Il recule, se repositionne, essaie sous un angle différent. Toujours pas de chance. Marty pose la question: jusqu'où êtes-vous allé? 14 pieds et demi. Ils veulent arriver à 20. Derek fait avancer l'objectif de la caméra aussi loin qu'il le peut. L'écran scintille, puis s'éclaircit. Et voilà, l'obstacle. Une grosse pierre posée à peu près au milieu du tunnel, empêchant la caméra d'aller plus loin. L'équipe se tait, car cette pierre n'a pas forcément été placée là par la nature. Les autres pierres, le long du tunnel, sont soigneusement posées. Celui-ci a l'air différent. Plus grand, plus lourd, positionné presque comme une barrière délibérée. Rick s'accroupit près de l'ouverture et passe sa main le long de l'intérieur de l'embouchure du tunnel. La qualité de la construction continue de retenir son attention. Ce n'est pas un travail difficile. Ce n'est pas quelqu'un qui fouille de la terre avec une pioche et qui dit que c'est assez bien. Les pierres ont été sélectionnées. Ils ont été équipés. Le plafond a été nivelé. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait a construit cela, et il l'a construit pour que ce soit permanent. Marty se penche par-dessus l'épaule de Derek, regardant le moniteur. Il ne dit rien pendant un long moment. Il regarde une pierre qui peut ou non avoir été placée là par un homme décédé, il y a plus de 2 siècles, pour empêcher le reste du monde de découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. Derek fouille la terre autour de l'obstruction. Il n'y a aucune résistance. Le sol cède facilement, ce qui signifie qu'il a été perturbé. Assez perturbé pour que quelque chose ait creusé ici, ou plus probablement que quelque chose soit passé par ici, laissant derrière lui de la terre perturbée. Le tunnel ne s'arrête pas à la pierre. Le tunnel continue au-delà. Charles Barkhouse est en retrait de l'ouverture, les bras croisés. Il est sur cette île depuis des années.
Il a vu beaucoup d'impasses, mais il n'a pas vu celle-là. Personne dans l'équipe ne l'a fait. Marty appelle. Ils vont procéder à des fouilles par le haut. Ils vont enlever l'obstacle pierre par pierre et ils vont continuer à suivre ce tunnel jusqu'à ce qu'ils découvrent où il mène. Parce qu'un tunnel ne mène nulle part, personne ne coupe un passage bordé de pierres et la ligne avec une fondation spécifique, juste une impasse au niveau d'un rocher. Il y a une destination. Il y a une chambre. Il y a une raison pour laquelle ce tunnel existe. Et quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a pris le temps et pris le risque de le construire. Gary est de retour au périmètre balayant son détecteur sur le sol au-dessus de l'endroit où passe le tunnel. Le gazouillis est maintenant plus fort, plus proche de la surface. Il s'agenouille, gratte une couche de terre et regarde Rick. Il n'a rien à dire. Où ça mène? L'équipe met un terme à sa journée. La lumière s'éteint. Billy rentre, Marty charge le matériel, mais personne ne quitte ce chantier avec l'impression que le travail est terminé. Un tunnel dans lequel ils ne peuvent pas encore entrer. Une pierre d'obstruction qui peut, ou non, être un seau. Sol perturbé au-delà de l'obstruction, suggérant que le passage continue. Une anomalie du vide qui s'est avérée réelle. Et un homme qui a vécu au-dessus de tout cela pendant 40 ans et est devenu tranquillement l'une des personnes les plus riches, à une centaine de kilomètres dans n'importe quelle direction. Marty l'exprime comme seul. Marty peut le faire. Ils peuvent laisser cela tourner dans leur cerveau du jour au lendemain, mais ce tunnel ne peut pas être un tunnel qui ne mène nulle part. Personne ne construit ça. La destination existe. La chambre existe. Tout ce qui se trouve à l'autre bout de ce passage de pierre se trouve là en ce moment même, de la même manière depuis je ne sais combien de centaines d'années. Demain, ils amèneront des excavatrices. Demain, ils creuseront jusqu'à la pierre d'obstruction. Demain, ils découvriront si cette pierre fait partie de la construction originale délibérément placée comme seau ou si elle a été mise en place d'en haut au fil des siècles. Et une fois qu'ils l'auront dépassée, ils enverront la caméra plus loin jusqu'à ce que le câble soit épuisé ou que le tunnel révèle enfin ce qu'il a été construit pour protéger. Rick est silencieux pendant le trajet. Il pense à Samuel Ball. Il pense aux broches du lot 21. Il pense à 3 coffres manquants et à un passe-partout sans serrure. Il revient une fois sur le lot 25 avant que le camion ne tourne sur la chaussée. Les pierres au-dessus de l'ouverture sont bâchées pour la nuit. Quelque part à une trentaine de pieds à l'est, l'ancienne fondation Ball se trouve au crépuscule comme à chaque crépuscule depuis 200 ans. Maintenant, c'est là que nous avons besoin de vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les fouilles de demain, car l'équipe retourne à cette pierre d'obstruction avec des outils manuels et ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne l'aura pas dépassée. Et déposez votre théorie dans les commentaires. Samuel Ball a-t-il lui-même creusé ce tunnel à la fin des années 1700 pour cacher un trésor qu'il a trouvé ailleurs sur l'île? Ou a-t-il déjà trouvé ce passage découpé à la main des siècles avant son arrivée avec tout ce qu'il contenait autrefois qui attendait toujours à l'intérieur? Nous lisons chaque commentaire et la meilleure théorie pourrait façonner ce que nous aborderons ensuite.